Chapitre 5. Le gentil vaurien. « Avancez donc !» fit Mary Poppins en poussant la poussette devant elle. Les jumeaux étaient assis à un bout. Annabelle dormait à l'autre, les aînés suivaient à pied, et tout le monde se dirigeait vers le banc préféré de Mary Poppins, qui se trouvait dans le parc, à 2 pas du lac, si bien qu'en se penchant un peu, elle pouvait admirer son image dans l'eau, entre 2 feuilles de nénuphar. Michael se traînait sans enthousiasme. « On avance, souffla-t-il à Jane, et on n'arrive jamais. » Mary Poppins se retourna vers lui. « Mettez votre chapeau, plus droit que ça. » Michael le rabattit sur ses yeux. C'était un béret de marin qui lui allait, croyait-il, très bien. Mary Poppins, elle, n'en paraissait pas convaincue. « Ah, vous avez l'air malins tous les deux, à lambiner derrière moi comme 2 tortues, avec vos souliers qui ne sont même pas cirés. »« C'est le jour de sortie de Robertson, » remarqua Jane. « Je pense qu'il n'a pas eu le temps de les cirer avant de partir. »« Paresseux et bon à rien. Il l'a toujours été et il le restera toujours, » dit Mary Poppins en arrêtant le landau devant le fameux banc. Elle mit les jumeaux par terre, enveloppa soigneusement Annabelle dans un plaid, sourit d'un air protecteur à sa propre image, réfléchit dans le lac, redressa le nœud du ruban qu'elle avait mis à son corsage et prit son tricot. « Comment savez-vous que Robertson a toujours été un bon à rien ?» demanda Jane. « Vous le connaissiez déjà avant de venir chez nous ?»« Ne posez pas de questions si vous ne voulez pas qu'on vous réponde des balivernes !» répliqua sentencieusement Mary Poppins en reprenant le chandail de John là où elle l'avait abandonné. « Elle ne nous dit jamais rien, » grogna Michael. « Jamais, renchérit Jane. Mais, quelques instants plus tard, il ne pensait plus à Robertson et jouait à Monsieur et Madame Banks et leurs 2 enfants. Puis, ils jouèrent aux Indiens, et John et Barbara leur tinrent lieu de secours. Puis, ils se transformèrent en funambules en utilisant le dossier du banc en guise de fil. « Attention à mon chapeau, je vous prie !» fit Mary Poppins. C'était un chapeau chocolat, avec une plume de pigeon figée dans le ruban. Pas à pas, Michael suivait le dossier du banc. Lorsqu'il fut arrivé au bout, il s'écria. « Jane, tu te rappelles la chanson du roi d'Outrelieu et du gentil vaurien ? Tu veux qu'on en fasse un jeu ? Moi, je serai le roi. » Mais elle l'interrompit. « Regarde, Michael !» Le long du sentier qui contournait le lac, approchait un homme mince et élancé, vêtu d'une drôle de façon. Il portait des bas rayés, rouges et jaunes, une tunique rouge et jaune à feston, et sur la tête, un chapeau pointu à larges bords rouges et jaunes également. Jane et Michael l'observaient avec intérêt, pendant qu'il avançait d'un pas indolent, les mains dans les poches et le chapeau sur les yeux. Il sifflait tout en marchant, et, lorsqu'il fut tout près, les enfants virent que les festons de sa tunique, de même que les bords de son chapeau, étaient ornés de petits grelots qui tintaient harmonieusement. Jamais les enfants n'avaient rencontré un personnage aussi étrange, et pourtant, celui-là leur semblait vaguement familier. « Je crois bien que j'ai déjà vu ce monsieur, » dit Jane en essayant de rassembler ses souvenirs. « Moi aussi, » assura Michael, « mais je me demande bien où. » L'étranger, tout sifflotant, tout tintinabulant, vint se pencher sur le landau. « Jour, Marie, » fit-il, en effleurant paresseusement d'un doigt le bord de son chapeau. « Alors, ça va comme vous voulez ?» Mary Poppins leva les yeux de son tricot. « Ça ne va pas mieux depuis que je vous vois, » remarqua-t-elle. Jane et Michael ne pouvaient apercevoir la figure de l'étranger, car son chapeau la leur cachait. Mais à la façon dont les grelots tintèrent, ils comprirent que l'homme s'était mis à rire. « Toujours occupé, » constata-t-il en regardant le tricot. « Déjà à la cour, vous aviez cette drôle d'habitude. Si vous n'étiez pas en train d'épousseter le trône, c'est que vous faisiez le lit du roi, ou que vous astiquiez les joyaux de la couronne. Vrai de vrai, il n'y a pas plus travailleur que vous. »« Je n'ai pas de concurrence à craindre de votre part, en tout cas, » répliqua Mary Poppins. « C'est que je suis tellement occupé à ne rien faire, » dit l'étranger en riant, « qu'il ne me reste plus de temps pour travailler. Allons, bonsoir. On se reverra un jour ou l'autre. » En guise de salut,
il passa un doigt dans les grelots qui ornaient son chapeau, et s'éloigna d'un pas léger en sifflant sa chanson. Jane et Michael le suivirent des yeux, jusqu'au moment où il eut disparu. « Le vaurien !» s'écria Mary Poppins, qui elle aussi ne pouvait détacher ses yeux de l'étranger. « Qui était-ce, Mary Poppins? Qui était-ce » demanda Michael en bondissant sur le banc. « Je viens de vous le dire, le vaurien. Vous n'êtes pas le roi d'autre lieu, il s'en faut de beaucoup, mais le vaurien, c'est lui. »« Comment? Le gentil vaurien de la chanson ?» demanda Jane, qui n'en croyait pas ses oreilles. « Mais les chansons, ce n'est pas pour de vrai, » dit Michael. « Chut !» fit Jane, en lui faisant signe de se taire. En effet, Mary Poppins avait posé son tricot sur ses genoux, et elle regardait le lac d'un air absent. Si Jane et Michael ne disaient pas un seul mot, ne proféraient pas un seul son, sûrement elle leur raconterait toute l'histoire. Les jumeaux s'étaient rapprochés de la poussette. Annabelle dormait paisiblement. « Le roi d'autre lieu, » commença Mary Poppins, en serrant la pelote de laine dans ses mains distraites et en regardant droit devant elle, comme si les enfants n'avaient pas été là. Le roi d'autre lieu vivait dans un pays, si lointain que beaucoup de gens n'en ont même jamais entendu parler. Plus loin que la lune, plus haut que le soleil, plus profond que la mer. Et si je devais vous dénombrer ses richesses, nous serions encore là l'année prochaine, et nous n'aurions pas fini d'en compter la première moitié. Il n'y avait qu'une seule chose au monde que ce roi ne possédât pas, la sagesse. Ainsi racontait Mary Poppins. Les terres du roi d'autre lieu abondaient en mines d'or. Ses sujets étaient courtois, prospères et loyaux. Il avait une excellente épouse et 4 beaux enfants, ou peut-être 5. Sa mémoire était si mauvaise qu'il ne s'en rappelait jamais le nombre exact. Son château était fait de granit et d'argent, ses coffres regorgeaient d'or. Les diamants de sa couronne étaient plus gros que des œufs de canard. Il possédait des villes sur la terre ferme et des vaisseaux sur la mer. Et, comme conseiller, il avait un grand chancelier qui savait distinguer infailliblement le blanc du noir, et par conséquent ne se trompait jamais dans les avis qu'il donnait au roi. Mais de la sagesse, le roi n'en avait pas une miette. Il était entièrement, totalement, absolument sot, et qui plus est, il le savait. D'ailleurs, comment aurait-il pu s'empêcher de le savoir, puisque tout le monde, depuis la reine et le grand chancelier, jusqu'au conducteur d'autobus et au balayeur des rues, ne cessait de le lui rappeler. Sans méchanceté peut-être, mais aussi sans aucun respect. Pourtant, ce n'était pas la faute du roi s'il était si sot. Tout petit, il s'était déjà escrimé à apprendre un peu de sagesse. Mais maintenant encore, en pleine leçon, il lui arrivait d'éclater en sanglots, d'essuyer ses yeux sur son manteau d'hermine et de gémir. « Je sais bien que je ne serai jamais rien. Pourquoi ne me laisse-t-on pas tranquille ?» Mais les professeurs ne l'entendaient pas de cette oreille. Des 4 coins du monde, il en venait, pour essayer d'apprendre quelque chose au roi d'autre lieu, ne fût-ce que B, A, bas, ou 2 fois 2 font 4, et tous leurs efforts demeuraient vains. Un jour, la reine eut une idée. « Monsieur le grand chancelier, dit-elle à ce seigneur, voici ce que nous allons faire. Nous promettrons une récompense au professeur qui réussira à enseigner un peu de sagesse au roi. Mais celui qui, au bout d'1 mois, n'aura pas réussi, sera exécuté sur la place publique et sa tête plantée sur les grilles du château, afin que les autres professeurs n'ignorent rien de ce qui les attend s'ils échouent à leur tour. » Comme la récompense offerte était très grande et que la plupart des professeurs étaient très pauvres, il en vint encore plus, de tous les pays du monde. Mais chacun à son tour, ils perdaient leurs illusions d'abord et leur tête ensuite. Les choses allaient de mal en pis. Enfin, la reine dit au roi. « Mon cher, je crois que vous feriez mieux de me laisser le gouvernement du royaume. Je régnerai avec l'aide du grand chancelier. »« Ce ne serait pas juste, » répliqua le roi. « C'est mon royaume à moi, il me semble. » Il finit par céder, parce qu'il savait que la reine était bien plus intelligente que lui. Mais cela le vexait, de recevoir des ordres dans son propre château, et de n'avoir droit qu'au sceptre tordu, sous prétexte qu'il suçait toujours la poignée du sceptre des dimanches. Aussi continua-t-il à faire venir des professeurs,
et à essayer d'apprendre quelque chose, et à pleurer parce qu'il n'apprenait rien, et parce que les professeurs, les uns après les autres, avaient la tête coupée. Les nouveaux arrivaient toujours très sûrs d'eux, et commençaient par poser au roi une question que leurs prédécesseurs avaient négligée. « Votre Majesté pourrait-elle me dire combien font 6 plus 7 ?» demanda un jeune professeur à la figure sympathique venu du pays d'autre part. Le roi rassembla toutes les forces de son cerveau pour calculer juste, se pencha en avant et dit « Voyons, 12 bien sûr !» fit le grand chancelier qui se tenait derrière le trône. Le professeur poussa un gémissement. « 6 plus 7 font 13, votre Majesté. »« J'en suis désolé, » répondit le roi. « Voulez-vous essayer une autre question ? Cette fois-ci, je tomberai juste, j'en suis sûr. »« Eh bien, combien font 5 plus 8 ? Laissez-moi réfléchir. 5 plus 8 ? Ne me le dites pas, je l'ai sur le bout de la langue. Voyons, c'est enfantin. 5 plus 8 font 11. Aïe, 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 fit le grand chancelier. Mais non, 13 s'écria le jeune professeur désespéré. Comment arrangez-vous cela, mon ami? Vous venez de me dire que 13, c'était 6 plus 7. Il ne peut pourtant pas y avoir de 13. Le jeune professeur ne répondit rien. Il secoua la tête, ôta sa cravate et suivit le bourreau. « Alors ?» demanda le roi nerveusement. « Il y aurait donc plusieurs 13 ?» Le grand chancelier, écœuré, lui tourna le dos. « Quel dommage !» dit le roi tout bas. « J'aimais bien sa tête à celui-là. Maintenant, je ne la verrai plus que sur la grille. » Il se mit donc à travailler d'arrache-pied son arithmique, pour pouvoir donner des réponses justes au prochain professeur qui se présenterait. On voyait le roi, assis sur le perron du château, près du pont-levis, une table de multiplication sur les genoux. Tout allait bien lorsqu'il gardait les yeux ouverts, mais dès qu'il les fermait et essayait de faire appel à sa mémoire, tout allait de travers. 7 fois 1, 7, 7 fois 2, 33, 7 fois 3, 45, commença-t-il un jour. Et lorsqu'il s'aperçut qu'il se trompait, il jeta la table au loin et se cacha la figure dans son manteau. « Jamais, jamais je n'apprendrai la sagesse !» sanglota-t-il. À la longue, comme on ne peut pas passer sa journée à pleurer, il s'essuya les yeux et se redressa. À ce moment, un étranger passa devant la sentinelle qui gardait les grilles et se mit à remonter l'allée qui menait au château. « Bonjour, » dit le roi, qui n'avait pas la mémoire des visages. « Qui êtes-vous ?»« Si vous le prenez comme ça, » répartit l'autre, « qui êtes-vous vous-même ?»« Moi je suis le roi d'Autrelieu, » déclara le roi en empoignant son sceptre tordu et en essayant de se donner l'air important. « Et moi, je suis le gentil vaurien. » Le roi ouvrit de grands yeux. « Tiens, comme c'est curieux. Eh bien, je suis ravi de vous connaître. Savez-vous combien font 7 fois 7 ? » « Pas la moindre idée, et ça ne m'intéresse pas, » répondit le vaurien. Alors le roi poussa un cri de joie, descendit les marches en courant et donna l'accolade à l'étranger. « Enfin, enfin j'ai trouvé un ami. Vous vivrez avec moi. Ce qui est à moi sera à vous. Nous ne nous quitterons jamais. » « Mais voyons, mon cher, » protesta la reine, qui accourait. « Ce monsieur est un va-nu-pied, vous ne pouvez pas le recevoir au château. » « Votre Majesté ignore sans doute, » ajouta le grand chancelier qui accourait aussi, « que ces choses-là ne se font pas. »« Eh bien, elles se feront, » répliqua le roi. « Dites-moi une chose, mon ami, le roi, c'est vous ou c'est moi ? » « En un certain sens, votre Majesté, il est impossible de nier que ce soit vous, mais... Alors qu'on donne à ce jeune homme une marotte et des grelots, et il sera mon fou. »« Comme si nous n'en avions pas déjà assez, » murmura la reine. Mais le roi ne l'écoutait pas. Il prit l'étranger par le cou et l'emmena en dansant jusqu'à la porte d'entrée. « Après vous, » dit le roi poliment. « Je n'en ferai rien, » répondit l'étranger. « Alors tous les deux ensemble, » décida le roi. À partir de ce jour, le roi n'apprit plus de leçons. Il empila ses livres dans la cour, y mit le feu et exécuta une danse effrénée autour du bûcher, en compagnie de son nouvel ami, tout en chantant. « Il était un jour, en roi d'Autrelieu, c'est moi. Il était un jour, un gentil vaurien, c'est toi. » Une fois, le fou lui demanda. « Ne connaissez-vous pas d'autre chanson que celle-là ?»« Non, » répondit le roi tristement. « C'est la seule. Et toi ? J'en connais des tas, »
répondit le fou, et il se mit à chanter, d'une voix mélodieuse. Petite abeille, vous qui volez au ciel, rapportez-moi de grâce 3 gouttelettes de miel. Et puis, qu'on attelle 3 langoustes à mon traîneau pour porter la bonne nouvelle sur la terre et sur les eaux. Et puis, à Colin Maillard, à Colin Tampon, quand il se fera tard, joueront les garçons, le méchant loup rôde et les filles joueront, quand il se fera tard, à Colin Tampon, à Colin Maillard et à la main chaude. Adorable! S'écria le roi en battant des mains. Écoute, je crois que je viens d'en inventer une, moi aussi. Les chiens n'aiment pas, tralala, l'air du tout, les chats, tralala. Ce n'est pas mal, reconnut le fou. Attends, dit le roi. En voici une autre, et je crois qu'elle est encore mieux. Il chanta. Qu'on me cueille une rose impériale, qu'on m'attrape une étoile dans les cieux, qu'on huile et qu'on poivre et qu'on sale, ce sera délicieux. Bravo! S'écria le fou. Chantons-la ensemble. Ils se prirent par les mains et parcoururent le château en tous sens, en chantant les 2 chansons du roi sur un air qu'ils avaient inventé. Lorsqu'ils furent bien fatigués, ils tombèrent l'un sur l'autre dans un couloir et s'endormirent sans plus de soucis. La solution devient tragique, dit la reine au grand chancelier. Qu'allons-nous faire? Je me suis laissé dire, répondit le grand chancelier, que l'homme le plus savant du royaume, le maître des maîtres, le professeur des professeurs, devait nous faire une petite visite demain. Peut-être nous aidera-t-il. Le lendemain, à l'heure dite, le professeur des professeurs vint se présenter à l'entrée du château, un petit sac noir sous le bras. Il pleuvait légèrement. Malgré cela, toute la cour s'était réunie sur le perron, où l'on avait installé le trône. « Crois-tu qu'il apporte sa sagesse dans ce petit sac ?» demanda le roi à voix basse à son fou, qui jouait aux osselets à ses pieds. Mais le fou ne fit que sourire, et continua à jeter ses osselets en l'air. « Eh bien, votre majesté, » commença le professeur des professeurs, d'une voix doctorale, « nous allons débuter par l'arithmétique. Problème. Si 2 hommes et un petit garçon poussaient une brouette dans un champ de trèfle vers le milieu du mois de février, combien de jambes auraient-ils à eux tous? » Le roi eut l'air perplexe et se gratta le nez avec son sceptre. Le fou jeta un osselet en l'air et le rattrapa avec adresse sur le dos de la main. Le roi sourit au savant et répondit aimablement. « Que voulez-vous que cela me fasse ?» Le maître des maîtres sursauta, et après avoir contemplé le roi avec surprise, il reconnut. « Ni chaud ni froid, évidemment. Mais je me permettrai de poser à votre majesté une question d'un autre genre. Quelle est la profondeur de la mer? Suffisante pour que les bateaux y flottent. » Le savant parut encore plus stupéfait, mais point du tout mécontent. « Sire, quelle est la différence entre une étoile et une pierre, un homme et un oiseau? » « Aucune, professeur. Une étoile est une pierre qui brille. Un homme, un oiseau sans ailes. » Le savant avança d'un pas et regarda le doigt avec émerveillement. « Qu'y a-t-il de meilleur au monde ?» demanda-t-il, sans hausser la voix. « Ne rien faire, » répondit le roi en brandissant son sceptre tordu. « Juste ciel !» s'écria la reine. « C'est épouvantable !» Et le chancelier fit « Aïe, 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 aïe !» Mais le professeur, gravissant les marches du trône. « Sire, qui vous a enseigné ces choses ?» Du bout du sceptre, le roi désigna le fou, qui jouait toujours aux osselets. Le professeur fit un geste de surprise. Le fou leva les yeux et sourit. Puis, il prit un osselet et le lança. Le professeur se pencha et rattrapa l'osselet sur le dos de la main. « Ah !» s'écria-t-il. « Je vous reconnais, malgré les grelots et le chapeau pointu. Je reconnais le gentil vaurien. »« Tiens, tiens !» fit le fou. « Et qu'a-t-il enseigné d'autre à votre majesté ?» demanda le savant en se tournant vers le roi. « Il m'a appris à chanter, » dit le roi, en se levant pour entonner un petit couplet. « Très juste, » dit le professeur. « Mais encore. » Et le roi chanta, de sa voix agréable et fêlée. « Exact, » reconnut le maître des maîtres. « En connaissez-vous d'autres ?»« Bien sûr, » fit le roi, ravi de son succès. « Celle-ci, par exemple.
Et il enchaîna. Ou peut-être, professeur, préférez-vous celle-là? Le maître des maîtres applaudit. Il y en a encore une que j'aimerais vous chanter, dit le roi, s'il vous plaît de l'entendre. Sire, je vous en prie. Le roi pencha la tête de côté, échangea un sourire complice avec le fou, et vocalisa. Quant aux maîtres des maîtres et toute leur engeance, je crois qu'ils devraient être noyés dès leur naissance. À ces mots, le grand professeur éclata de rire et tomba aux genoux du roi. Grand prince, s'écria-t-il, Dieu vous donne longue vie, vous n'avez nul besoin de moi. Et, sans ajouter une parole, il courut se rouler dans l'herbe, arracha ses bretelles et réclama à un laquais qui passait par là une double portion de glace à la framboise et une chope de bière. Fit le grand chancelier, car tous les courtisans couraient aussi se rouler dans l'herbe en ôtant leurs perruques, leurs vestes et leurs bretelles et en rugissant. « Holà, Marot, des glaces à la framboise !»« La récompense, qu'on la donne aux fous !» proposa le grand professeur en aspirant sa bière avec l'aide d'une paille. « Qu'est-ce que j'en ferai ?» demanda le fou. Il se leva nonchalamment, mit ses osselets dans sa poche et s'éloigna. « Où vas-tu » cria le roi tout anxieux. « Nulle part, partout, n'importe où » répondit le fou sans se retourner. « Attends-moi » cria le roi, qui s'embarrassait les pieds dans son manteau d'hermine en descendant les marches. « Mon cher, vous oubliez ce que vous vous devez » fit la reine avec colère. « Au contraire, ma bonne amie, au contraire » répliqua le roi. « Je me le rappelle pour la première fois de ma vie. » Il courut le long de l'allée, rattrapa le fou et lui donna l'accolade. « Mon cher » appela la reine. Le roi ne répondit pas. Il avait plu ce matin-là, mais maintenant, la pluie avait cessé et l'air brillait d'une luminosité humide. Un arc-en-ciel jaillit du soleil et vint se poser sur l'allée du roi. « Si on passait par là, » proposa le fou. « Sur l'arc-en-ciel? Tu crois qu'il résisterait? Essayons. » Le roi regarda les bandes violettes, bleues, vertes, jaunes, oranges et rouges qui s'irisaient. Puis il regarda le fou. « Allons-y, » fit le roi, et il bondit le premier sur l'arche multicolore. « Hey, tiens » cria-t-il aussitôt, en ramassant sa longue traîne d'hermine sur son bras. Il continua à monter en chantant à tue-tête. « Il était un jour un roi d'autres lieux, c'est moi. » Le fou courait après lui et reprenait sa chanson. « Mais enfin, c'est impossible !» déclara le grand chancelier, profondément choqué. Le maître des maîtres se mit à rire et avala une dernière cuillerée de glace à la framboise. « Comment, ce qui est pourrait-il être impossible ?» demanda-t-il. « C'est forcément impossible puisque c'est contraire aux lois !» répliqua le chancelier rouge de colère. « Mon cher, revenez !» appelait la reine. « Soyez aussi stupide que vous le voudrez, mais ne m'abandonnez pas !» Le roi lui jeta un regard par-dessus son épaule et hocha la tête. Le fou éclata de rire. Pas à pas, les deux amis escaladaient l'arc-en-ciel. Un objet tordu et brillant tomba aux pieds de la reine. C'était le sceptre. Il fut bientôt suivi par la couronne. La reine tendit vers le ciel des bras implorants, et le roi ne répondit que par une chanson. « Adieu ma vie, adieu mon cœur, c'est pour la vie, sécher ses pleurs. » Le fou par-dessus la couronne et le sceptre jeta un osselet. Un nuage traversa l'arc-en-ciel et cacha à la terre les deux fugitifs. « Oh là là !» fit le grand chancelier. « Décidément, ce sont des choses qui ne se font pas. » Mais la reine s'assit sur le trône vide et se mit à pleurer. « Mon roi est parti, et je serai seule maintenant pour veiller au bonheur de mon peuple. » Cependant, le roi et le fou étaient parvenus au sommet de l'arc-en-ciel. « Quelle grimpette !» soupira le roi en s'asseyant et en s'enveloppant dans son manteau. « Je vais me reposer ici un bout de temps. Ne m'attends pas. »« Ne vous ennuierez-vous pas tout seul ? » ?»« Grand Dieu, non. Il fait si bon et c'est si calme. Je peux réfléchir, rêver, ou mieux encore, dormir. » Et le roi s'étendit sur l'arc-en-ciel après s'être fait un oreiller de son manteau d'hermine. Le fou se pencha et l'embrassa sur le front. « Adieu donc, ô mon roi, » murmura-t-il. « Vous n'avez plus besoin de moi. » Tout en sifflotant, il descendit de l'arc-en-ciel par l'autre côté, tandis que le roi s'endormait paisiblement. Depuis lors, le gentil vaurien vagabonde par la terre, comme il le faisait auparavant. Il chante et il siffle, et il ne pense jamais qu'à la minute présente.
il lui arrive de se mettre au service d'autres princes. Il lui arrive de se mêler au commun des mortels qui habitent les rues et les bois. Tantôt il revêt une livrée somptueuse, tantôt il s'habille de haillons. N'importe où qu'il aille, il apporte le bonheur et la chance aux maisons qu'il abrite. Ainsi Mary Poppins se termina-t-elle son récit. Un instant, elle resta sans bouger, les mains croisées sur ses genoux, son regard perdu au-delà du lac. Puis, elle poussa un soupir, se secoua et se leva. « Allons, fit-elle, debout, en route, direction la maison et plus vite que ça. » Elle se tourna vers Jane et vit que la petite fille la dévorait des yeux. « Vous voulez mon portrait ?» proposa-t-elle aimablement. « Et vous, Michael, voulez-vous descendre de ce banc tout de suite? Si vous vous rompez le cou, il faudra encore que j'appelle un policeman. » Elle attacha les jumeaux dans leur landau et se mit à le pousser droit devant elle, rageusement. « Je me demande où est allé le roi d'Autrelieu quand l'arc-en-ciel est parti, » fit Michael d'un ton méditatif. « Il a dû partir avec, » répondit Jane. « Ce que je me demande, moi, c'est où le gentil vaurien peut bien être maintenant. » Il tournait le coin de l'allée des cerisiers. « Le voilà !» cria Michael. Une haute silhouette vêtue de rouge et de jaune se profilait au bout de l'allée. L'homme sifflotait en regardant de côté et d'autre. Puis, il s'approcha d'un grillage et légèrement sauta par-dessus. « C'est notre grille à nous !» s'écria Jane. « Il est dans notre jardin. Courons, Michael, rattrapons-le. » Ils partirent au galop. « Eh bien, qu'est-ce que c'est que ces manières ?» intervint Mary Poppins en saisissant Michael par le bras. « Mais nous voulons... » pleurnicha-t-il. « Qu'est-ce que j'ai dit ?» rugit Mary Poppins en le foudroyant du regard. « Voulez-vous bien marcher à côté de moi comme un garçon correct ? Et vous, Jane, aidez-moi donc à pousser le landau. » Bon gré mal gré, il fallut obéir. Comme par un fait exprès, Mary Poppins n'avançait pas plus qu'une tortue, s'arrêtait toutes les 2 minutes pour regarder autour d'elle et resta plantée un bon moment devant une boîte à ordures. Les enfants ne purent s'échapper que lorsqu'on fut arrivé à la grille du numéro 17. Alors, ils coururent fouiller le jardin. Derrière le lilas, personne. Parmi les rhododendrons, dans la cabane à outils, ils dévidèrent même un tuyau d'arrosage pour regarder au milieu du rouleau. Le gentil vaurien avait disparu. La seule personne qu'ils trouvèrent dans le jardin était Robertson. Il dormait à poing fermé, la tête reposant douillettement sur les lames acérées de la tondeuse à gazon. « Nous l'avons manqué, » fit Michael. « Il a dû sortir par derrière. Maintenant, nous ne le verrons plus jamais. » Jane regardait Robertson avec affection. « Je me demande s'il s'est bien amusé pendant sa demi-journée de congé, » dit Michael à voix basse pour ne pas le réveiller. À ce moment, Robertson remua dans son sommeil et chercha une position plus confortable sur sa tondeuse. Lorsqu'il bougea, les enfants entendirent une sorte de léger carillon, comme si des grelots s'étaient mis à chuchoter tout près d'eux. « Tu as entendu ?» murmura Jane. Michael inclina la tête. Robertson bougea encore. Des mots sans suite sortirent de ses lèvres. Les enfants se penchèrent pour écouter. « Gazelle !» balbutia-t-il. « Au bois, si j'étais elle, pas moi. »« Méchant paresseux !» dit Mary Poppins, qui s'était approchée. « Ah, le bon à rien !» Mais en vérité, elle ne devait pas être aussi fâchée qu'elle voulait le paraître, car elle tira un mouchoir de sa poche et le glissa entre la tondeuse et la joue de Robertson. « Comme cela, au moins, il aura la figure propre en se réveillant, ça le changera, » déclara-t-elle. Mais Jane et Michael avaient vu tout le soin qu'elle prenait pour ne pas réveiller Robertson et la douceur de ses yeux lorsqu'elle se détourna. Les enfants s'éloignèrent sur la pointe des pieds en échangeant des coups d'œil et des signes de tête entendus. Et chacun d'eux savait que l'autre savait aussi. Mary Poppins traîna le landau sur le perron et le gara dans le hall. La porte d'entrée fit clic en se refermant. Dans le jardin, Robertson dormait toujours. Ce soir-là, lorsque Jane et Michael allèrent dire bonsoir à leur papa, ils le trouvèrent fort en colère. Il était en train de s'habiller pour dîner en ville et il ne trouvait pas ses bouchons de manchette. « Les voilà !» s'écria-t-il enfin. « Dans le vase à fleurs. C'est sûrement Robertson qui les a mis là. Ce garçon-là, je ne vais pas tarder à le flanquer à la porte. »« Il est si gentil !»
protesta Jane. En ce cas, c'est un gentil vaurien, répliqua M. Banks. Il ne comprit jamais pourquoi, à ces mots, Jane et Michael furent pris d'un inextinguible fou rire.